Arte Reportage, c'est ici et maintenant. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Dans un peu plus de 34 minutes, nous irons en Roumanie, un pays qui compte des milliers de foyers sans électricité. Face à ce qui pourrait sembler une fatalité, un homme a décidé de mobiliser toute son énergie et d'apporter le courant à ses concitoyens. Merci d'être là pour ce 509e numéro dans lequel nous avions prévu de nous arrêter sur l'évolution de la politique de l'enfant unique en Chine. Mais comme vous le savez, l'actualité commande. Et cette semaine, elle fut sanglante à Tunis. Mercredi 18 mars, 3 individus armés pénètrent dans le musée national du Bardo. Ils ouvrent le feu, bilan 21 morts, 19 touristes, 2 des assaillants. L'attentat a été revendiqué par Daesh, ce qui ne constitue pas vraiment une surprise. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis la révolution de janvier 2011, qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali, la Tunisie a vu émerger de nombreux groupes d'islamistes radicaux responsables de la mort de dizaines de policiers et militaires. Il y a 2 ans, alors qu'une autre équipe était au pouvoir à Tunis, nos envoyés spéciaux, David Thompson, Hamdi Tlili et Gwen Lawen Le Gouil de Cargo Cult, s'étaient intéressés de près à ces groupes. Nous avons décidé de rediffuser leur reportage intitulé Tunisie, la tentation du djihad. C'est une scène impensable avant la révolution. En plein Tunis, le drapeau du djihad, étendard d'Al-Qaïda, sous les fenêtres de l'ambassade de France. Ce 14 janvier 2013, jour anniversaire de la chute de Ben Ali, ces manifestants brûlent un drapeau tricolore pour dénoncer la guerre française au Mali. Dieu nous a dit, dites à vos parents et dites à vos enfants que ceux qui préfèrent l'argent, les plaisirs de la vie, les biens matériels à Allah, à son prophète et au djihad, méfiez-vous du jugement dernier, car les pécheurs ne seront pas pardonnés. Ces slogans, nouveaux en Tunisie, interpellent une passante rentrée d'exil après la chute de la dictature. Vous n'allez pas me pousser à reprendre un autre passeport et repartir. Mais non, je veux là. Tout ça, c'est inhumain, monsieur. C'est inhumain. C'est inhumain. Vous ne représentez pas la Tunisie. Vous représentez un extrémisme. 2 visions à l'opposé. Dans une société où, depuis la Révolution, le courant salafiste djihadiste séduit de plus en plus. Ces jeunes chantent l'hymne d'Ansar al-Sharia, les partisans de la charia. C'est la principale organisation djihadiste en Tunisie, fondée 3 mois après la Révolution par le cheikh Abou Ayad. Ancien combattant proche de Ben Laden en Afghanistan, Abou Ayad est aujourd'hui recherché par la police. Son but, instaurer le califat, un État islamique basé sur la charia, grâce à la prédication, à ce stade, pacifique. Pour la première fois, ses plus proches lieutenants ont accepté pendant plusieurs mois d'être suivis par une caméra occidentale. Objectif, améliorer l'image du salafisme. Parmi eux, Abou Jihad, 32 ans seulement, mais déjà l'un des cheikhs les plus importants d'Ansar al-Sharia. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité pour nos frères de la région du Kef. C'est un travail béni de dawa, c'est-à-dire de prédication comme Dieu nous l'a enseigné. Grâce à cela, Inch'Allah, le califat islamique sera instauré sur terre, que les autres le veuillent ou non. Aujourd'hui libre, Abou Jihad croupissait en prison avant la Révolution, condamné comme des centaines de salafistes par la loi antiterroriste de Ben Ali. Mes chers frères, après les tortures, après la prison, c'est une occasion pour nous tous de repartir à zéro. C'est un nouveau départ en puissance pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité, certes,
Mais cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Dans le cadre de l'instauration de la charia sur terre. C'est notre frère Sami qui dirige le convoi. Avant de faire quoi que ce soit, chaque frère doit lui demander son autorisation. À ses côtés, Sami Essid, un djihadiste bien connu des services secrets européens. Il faut rouler de façon bien ordonnée, c'est clair? On ne s'éparpille pas en route. Si Sami Essid peut aujourd'hui militer pour la charia dans les rues de Tunis, c'est également grâce à la révolution. Sami Essid est un rescapé du djihad en Afghanistan, mais il fut aussi le chef d'une cellule proche d'Al-Qaïda en Italie. Soupçonné de préparer un attentat contre l'ambassade américaine de Rome en 2001, il est extradé en Tunisie et condamné à 115 années de prison. 10 ans plus tard, après la chute de Ben Ali, il est amnistié. On va aider les pauvres et les démunis. Eh les jeunes là-bas, avancez, allez, circulez. Drapeau djihadiste au vent, une vingtaine de véhicules chargés d'aide humanitaire quittent Tunis pour le nord-ouest du pays. Que Dieu bénisse les frères. Ils ont bien répondu présent. Ils ont collecté de l'argent, des couvertures, de la nourriture, des médicaments. Et tout ce qui peut aider et servir dans la vie quotidienne. Lentement, la caravane s'enfonce vers des territoires abandonnés depuis des décennies par l'État tunisien. Eh Ahmed, Ahmed, tu veux combien de sacs? 9? Ok, 10. On t'envoie ça. Au son de chants djihadistes, ces aides sont acheminées dans des villages loin de la capitale, inaccessibles par la route, perdus dans les montagnes qui bordent la frontière algérienne. On offre des aliments pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il y a aussi des livres de prédication, des livres pour expliquer le Coran. Mais il y a aussi des vêtements islamiques comme ce kamis pour les hommes, ou une abaya pour que la femme se couvre intégralement avec. De quoi souffrez-vous ici? On n'a ni route, ni eau. Vous n'avez pas d'eau ici? Non, pas d'eau. Pas de route non plus? Non, pas de route. Et votre maison, elle résiste à la pluie au moins? Oui, mais pas très bien. Bon, est-ce qu'on peut voir votre intérieur sans rentrer dans les endroits intimes, bien sûr, parce qu'il y a les femmes. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est Ansar el-Sharia. Nous sommes les partisans de l'islam. Nous voulons que la loi de Dieu soit appliquée sur cette terre. Excusez-moi du terme, vous êtes pauvres et faibles. Mais ce n'est pas grave, car c'est grâce à vous que Dieu va nous aider à réussir. Ces opérations visent à gagner le cœur de la population. Elles visent aussi à prouver qu'en cas d'instauration du califat, Ansar al-Sharia est en mesure de remplacer l'État. C'était possible de faire ce travail avant la Révolution? C'était impossible. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ouvert le chemin. C'était difficile avant. Mais maintenant aussi, c'est compliqué. En théorie, nous n'avons même pas le droit de faire ce travail. Mais nous n'avons pas peur, tant que nous répondons à l'appel de Dieu. Avec Dieu, rien ne nous effraie. Allez les enfants, venez par ici. Allez, 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 tout le monde chante bien fort. Celui qui chante le plus fort aura le plus de bonbons. Allez, donnez-leur beaucoup de bonbons, ils le méritent. La prochaine fois, on revient avec des cartons entiers, c'est promis. Allez, dis Dieu est grand. En plus des bonbons, chaque villageois aura droit à sa vidéo souvenir, car tout est filmé et diffusé sur Internet. Dites bien qui nous sommes. Dites bien Ansar al-Sharia. Oui, vous savez ces gens-là qu'ils veulent mettre en prison. Mais pourquoi en prison? Si l'État islamique est instauré en Tunisie,
Tous les mois, vous aurez chacun un salaire. Il n'y aura plus de vol, ça c'est votre droit. Et c'est grâce à Dieu. On les remercie beaucoup. On a besoin de gens comme eux qui craignent Dieu, des gens qui respectent Dieu et qui se soucient vraiment des plus démunis. Il faut en finir avec l'injustice. Ici, nous, on souffre de l'injustice et de la corruption. Il y a encore beaucoup de corruption ici. Pour instaurer son État islamique en Tunisie, Ansar al-Sharia mise officiellement sur des actions pacifiques. Mais derrière l'humanitaire et les chasubles oranges, le mouvement n'oublie pas ses valeurs fondamentales. Le djihad, la guerre sainte au nom de l'islam. Le djihad est un précepte oublié aujourd'hui. Pourtant, depuis la disparition du califat, le djihad est devenu un devoir pour tout musulman. Chaque groupe islamique qui oublie le djihad est un groupe à qui il manque quelque chose. C'est pour cela qu'on insiste tant sur le devoir du djihad pour la gloire de Dieu. Parce que c'est grâce au djihad que le califat sera restauré sur terre, comme l'a dit notre prophète. Ce sera un califat qui suivra la voie du prophète, comme à son époque. Et cela ne sera pas possible sans le djihad. Cette guerre sainte, défendue par Abu Jihad, certains de ces travailleurs humanitaires d'Ansar al-Sharia l'amènent actuellement en Syrie. Selon un rapport de l'ONG International Crisis Group, jusqu'à 2000 djihadistes tunisiens sont déjà passés par des camps d'entraînement comme celui-ci. La plupart combattent dans les rangs du front Al-Nusra, branche djihadiste de la rébellion syrienne, espérant mourir en martyrs pour instaurer un État islamique fondé sur la charia. C'est le cas de ces jeunes Tunisiens dont la vidéo a fait le tour du web. Avant de monter au front, un chef, lui aussi tunisien, leur donne les instructions. Dans notre camp, il y a deux choses très importantes. Obéir à l'émir et être patient. Celui qui peut endurer cela, il est le bienvenu. Celui qui est incapable de le faire, il vaut mieux qu'il parte maintenant. À vous de choisir. Mais ceux qui sont prêts à endurer toutes les difficultés, ils peuvent rester. À partir d'aujourd'hui, je choisirai chaque matin 3 ou 4 d'entre vous pour aller au combat. Parmi ces jeunes, certains ne resteront pas longtemps en vie. Très vite, ce combattant accède au rang de martyr. Une vidéo de son cadavre est même diffusée par le front Al-Nusra. Ce djihadiste est un héros, un martyr. C'est notre frère Abou Souaïeb, le Tunisien. Regardez-le et regardez bien son visage. Il est en train de sourire. Abou Souaïeb, le Tunisien, est mort en mars dernier dans la ville de Deir ez-Zor. D'après le décompte des salafistes eux-mêmes, plus de 150 djihadistes venus de Tunisie ont été tués les armes à la main en Syrie. Marwan est irremplaçable. Personne n'est comme Marwan. Je n'aurais jamais pensé que mon fils partirait pour mourir en Syrie. C'est inimaginable. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu ces histoires. Après sa mort, ses amis sont venus m'expliquer qu'il avait juré de mourir uniquement en Syrie. Cette mère a appris la mort de son fils unique par un simple appel de Syrie. Au téléphone, un cheikh djihadiste la félicite et lui annonce la mort en martyr de Marwan, 25 ans. Pendant des mois, Marwan s'est d'abord entraîné dans des camps en Libye, avant de prendre l'avion pour la Turquie, rejoindre les djihadistes de la rébellion syrienne. Je suis comme tout parent. D'un côté, je suis triste parce que j'ai perdu un fils, la prunelle de mes yeux, celui sur qui je pouvais compter dans la vie. Mais en même temps, je suis fière de lui, parce qu'il est mort pour une juste cause, un peu comme s'il était intervenu pour empêcher un père de battre ses enfants. Aujourd'hui, Dieu seul sait s'il est martyr ou pas, seul Dieu le sait. Dans ce quartier pauvre de Tunis, d'autres mères sont sans nouvelles de leur fils. Marwan en Syrie était parti avec un copain de quartier.
Les deux familles voisines se voient presque tous les jours. Aux dernières nouvelles, l'ami de Marwan était seulement blessé. Alors depuis des semaines, son père tente de le joindre, mais au bout du fil, la réponse est toujours identique. La Tunisie n'a pas encore été décrétée terre de djihad. Pourtant, les violences s'y multiplient. La plus symbolique en septembre à Tunis, l'attaque de l'ambassade américaine. Ce jour-là, des centaines de manifestants protestent à l'appel des chefs djihadistes contre un film anti-islam américain diffusé sur Internet. Très vite, la police est submergée. Les manifestants donnent alors l'assaut sur l'ambassade. L'Amérique est humiliée, sa bannière étoilée descendue, remplacée par le fanion du djihad. Les salafistes viennent de montrer leur force et crient victoire. Voilà ce à quoi appelait Al-Qaïda et le Cheikh Oussama, il y a 10 ans avec une poignée d'hommes dans les montagnes. Aujourd'hui, c'est le programme de toute la nation islamique. Aujourd'hui, nous sommes tous Oussama. Nous sommes tous Al-Qaïda. Désormais, il n'y a plus aucun obstacle pour instaurer le califat. 3 jours après la mort de l'ambassadeur américain en Libye, Tunis, sous la pression de Washington paniqué, envoie l'armée, les forces spéciales et même sa garde présidentielle. Après 5 heures d'affrontement, 4 manifestants sont tués et une centaine interpellés. Quelques jours plus tard, le gouvernement à majorité islamiste lance une vague de répression dans les milieux salafistes. Depuis l'attaque de l'ambassade américaine, les mosquées d'Ansar al-Sharia ont été placées sous étroite surveillance. Abou Jihad en sait quelque chose. Ce vendredi, l'imam annonce une mauvaise nouvelle à ses fidèles. Comment vas-tu? Ça va? Aujourd'hui, je ne vais pas faire le prêche. Mais pourquoi? Quoi, t'es pas au courant? Ils menacent de me renvoyer en prison si je fais le prêche. Mais comment ça? Ils m'ont envoyé un huissier pour me menacer de comparution immédiate si je fais le prêche. Mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Dieu est plus fort qu'eux. Dieu nous donnera la victoire. Pour occuper cette mosquée d'un quartier aisé de Tunis, il y a 1 an avec ses hommes, Abou Jihad a expulsé par la force l'imam précédent, nommé sous Ben Ali. Depuis, le gouvernement, pourtant dominé par les islamistes d'Ennahda, tente de lui confisquer les clés. C'est un avertissement pour m'interdire de prêcher le vendredi. Sinon, ils vont me poursuivre en justice. Ils me menacent de prison si je fais le prêche aujourd'hui. Tout ça pour des raisons politiques. Tout le monde sait pourquoi. C'est parce que la campagne électorale approche. Du coup, ils veulent des imams qui servent leurs intérêts, des imams qui font la propagande du parti Ennahda. Parce que nous, on n'a jamais servi aucun parti politique. On appelle seulement à suivre Dieu, c'est tout. On est neutre, ni pour les uns ni pour les autres. Alors ils essaient de nous écarter des mosquées. Selon les autorités, le drapeau du djihad flotte aujourd'hui sur environ 500 des 5000 mosquées tunisiennes. En toute illégalité, mais bien souvent avec le soutien des fidèles. Menacé par la justice, Abou Jihad laissera donc un autre imam que lui mener le prêche. Le cheikh sait parfaitement que sa mosquée est également fréquentée par les services secrets. Regarde-le, lui là. Est-ce qu'il est venu te voir? Celui qui porte une casquette rouge. C'est pas grave, c'est sûrement la police politique ou la brigade antiterroriste. Il était en train de téléphoner. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'arrête? On le suit? Non, regarde, la police politique, nous on la connaît et elle nous connaît. Lui, il te surveille, alors tu fais pareil toi aussi. Tu le surveilles.
Autorité religieuse très respectée, Abou Jihad est consulté sur tout type de questions. Problèmes de couple, troubles psychologiques ou conflits de voisinage. C'est d'ailleurs à ce sujet que cet homme lui demande de venir chez lui pour trancher un différend. Ouais, c'est d'accord, pas de problème. Je vais venir avec toi, je te dirai ce que prévoit la charia dans un cas comme ça. Si tu me dis de me taire et que j'ai tort, alors je me tairai. Dans tous les cas, je serai satisfaite de ta décision. Ok, passe me voir lundi, prends mon numéro, tu m'appelles et on ira ensemble. En Tunisie, le gouvernement actuel est dominé par Ennahda. Mais aux yeux d'Abou Jihad, ce parti islamiste a trahi sa religion en renonçant à inscrire la charia dans la Constitution. Le peuple tunisien va bientôt rejeter ce parti qui a dévié du chemin du prophète. Celui qui tue des musulmans et qui met des musulmans en prison, sa fin est proche. Eux, ils ont peur de la charia. Mais la charia sera appliquée. Nous allons appliquer la charia et nous allons résister car nous n'avons pas peur de la prison. La confrontation ne nous effraie pas non plus. Nous sommes un peuple qui s'est offert à Dieu. Nous n'avions pas peur de Ben Ali avant. Alors ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vivre dans la crainte. La charia sera appliquée, même s'il faut marcher sur nos cadavres pour ça. Quelques semaines plus tard, Taxi. Ce discours ouvertement hostile au gouvernement vaut à Abou Jihad d'une convocation au commissariat central de Tunis par la brigade antiterroriste. Bonjour. Tu peux changer la station pour mettre Radio Zitouna, s'il te plaît? Dieu seul sait pourquoi ils m'ont convoqué. On a essayé de connaître les raisons, mais on n'a pas eu d'explication. Tiens, voilà 10 dinars. Tu gardes 10 dinars pour toi et tu donnes tout de suite les 10 dinars qui restent à un pauvre. Hein? Quelqu'un qui est dans le besoin. Tiens, et tu trouves un pauvre tout de suite. Tu m'as bien compris, frère. À l'extérieur, la police attend déjà Abou Jihad pour surveiller son arrivée. Ah, je dois te rendre le micro là. C'est interdit de filmer ici, coupe ta caméra. Deux heures plus tard, Abou Jihad ressort libre et visiblement très détendu de son interrogatoire. Dieu merci, en fait, j'ai juste été convoqué à cause d'un prêche du vendredi qui parlait du djihad pour la gloire de Dieu. Ils m'ont dit qu'il y a des choses interdites dans la loi tunisienne, comme par exemple l'incitation au djihad. Alors moi je leur ai expliqué ce que je voulais dire exactement quand j'ai parlé du djihad. Je leur ai dit que ça ne veut pas dire que j'appelle les gens à faire le djihad maintenant, mais j'ai donné ma définition générale du djihad. Et il ne s'agit pas d'appeler à la guerre sainte en Tunisie ou de lancer des opérations concrètes sur le pays. Pas de lutte armée pour le moment sur le sol tunisien. Pourtant, les armes venues de Libye à destination des djihadistes au Mali et en Tunisie circulent de plus en plus. C'est même devenu la préoccupation numéro 1 des autorités. Dans ces montagnes de la frontière algérienne, des armes de guerre sont régulièrement saisies lors de contrôles routiers. Si l'on s'en tient aux déclarations des chefs de ces groupes, la Tunisie n'est pas une terre de djihad. Mais ce discours est contraire à la réalité, compte tenu du nombre d'armes que l'on saisit. Aujourd'hui, des individus sont bel et bien en possession d'armes et d'explosifs en Tunisie, même si c'est interdit. Et cela laisse ouvert toutes les hypothèses.
Ces armes peuvent à la fois être utilisées sur le territoire tunisien et certaines peuvent aussi transiter par la Tunisie pour servir à l'étranger sur des zones de conflit. En décembre, près de ce dernier poste avancé sur la frontière algérienne, la garde nationale a même démantelé un campement d'une trentaine de djihadistes tunisiens armés liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis, dans ces maquis du nord-ouest tunisien, les accrochages entre djihadistes armés et garde nationale sont réguliers. Actuellement, ces groupes extrémistes sont équipés d'armes légères et de Kalachnikov. Le groupe que nous avons arrêté ici, dans la région de Djendouba, était en possession de nombreux explosifs, mais aussi d'une quantité non négligeable de roquettes. Au vu de la situation dans le pays voisin, où les armes circulent beaucoup, nous craignons que ces groupes ne se soient déjà procurés d'autres types d'armements, des armes beaucoup plus sophistiquées. Des tensions aux frontières, des tensions également jusque dans les ruelles de la capitale. À Douaricher, une banlieue populaire de Tunis, ces émeutes ont marqué les esprits. Cette nuit-là, une altercation entre salafistes et vendeurs d'alcool dégénère en affrontement avec la police. Ici, depuis des mois, le drapeau noir est planté sur la mosquée. Harcelés à coups de pierre, les forces spéciales tentent d'intervenir à l'intérieur, où de jeunes djihadistes sont retranchés jusque dans le minaret. Ces violences vont durer 2 jours, avec une issue fatale pour l'imam et le muezzin. Le lendemain, c'est à la morgue de Tunis que les fidèles de Douaricher viennent chercher la dépouille de leur imam. Regarde, il est en train de sourire, il va au paradis. À 25 ans, le jeune chef religieux est mort comme son muezzin, en première ligne dans les affrontements, sous les balles de la police. Regarde là, ce sont des traces de balles. Regarde bien où ils ont visé. Regarde dans le cou, sur le torse, regarde son épaule. Ils visent les parties supérieures, ils visent pour tuer. Sous Ben Ali, aucun salafiste n'a été tué par la police. Alors la mort de l'imam est perçue par ses proches comme une déclaration de guerre d'Ennahda, le parti au pouvoir. Que veux-tu que je te dise? Ce sont des criminels, ce sont des assassins. Aujourd'hui, dans un pays musulman, on tue des musulmans à cause de leur foi. Tout cela sous ce gouvernement qui prétend être islamiste, alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, parce qu'il tue des musulmans. Regardez les musulmans qu'on tue aujourd'hui, regardez où ils sont. Hé, mécréants! Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed et son prophète! Le soir même, ces morts de Douaricher sont au cœur des débats de l'émission la plus regardée du pays. En plateau, Ali Larayed, ex-ministre de l'Intérieur, actuel chef d'un gouvernement dominé par les islamistes d'Ennahda. Pourtant, en face, le nouvel imam de Douaricher l'accuse d'être un mécréant et appelle à combattre son parti. Aujourd'hui, j'ai préparé mon linceul. Après la mort de ces 2 martyrs, j'appelle tous les jeunes de l'éveil islamique à préparer eux aussi leur linceul. Parce que le mouvement d'Ennahda et les autres partis essayent de gagner les prochaines élections sur les cadavres des salafistes. La fracture entre islamistes au pouvoir et djihadistes hostiles à la jeune démocratie tunisienne s'expose pour la première fois devant des milliers de téléspectateurs. Ces violences de Douaricher ont aussi déclenché une autre réaction, cette fois devant le ministère de l'Intérieur. Du jamais vu en Tunisie, une manifestation de l'ancien bras armé de la dictature,
Ces policiers se plaignent de la passivité de leurs ministres islamistes vis-à-vis des salafistes. Ces groupes sont en train de se multiplier. Ils sont en train de se renforcer et ce n'est pas dans notre intérêt. Tous nos rapports disent qu'ils gagnent du terrain. Il faut les éliminer le plus tôt possible. On en a les moyens. Je parle bien sûr des salafistes. Le ministre, lui, il nous dit non, prenons le temps. Il faut procéder avec patience pour éviter qu'ils ne se multiplient. Mais ils se sont déjà multipliés. Cette police, autrefois toute puissante, aujourd'hui déboussolée. Tout au long de la dictature, sa mission était de surveiller, réprimer des islamistes, aujourd'hui à la tête de l'État. Ali Larayed, ex-ministre de l'Intérieur, est resté 15 ans en prison, torturé sous Ben Ali. Devenu la bête noire des salafistes, l'actuel chef du gouvernement joue la fermeté tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Il faut bien faire la distinction entre les groupes minoritaires qui veulent imposer leur idéologie par la violence et le salafisme, qui, lui, concerne la sphère privée, individuelle, avec une vision personnelle, non prosélyte de la religion. Le groupe qui croit en la violence pour imposer son idéologie est un groupe minoritaire. Il peut passer à n'importe quel niveau de violence. Les forces de sécurité et l'armée seront vigilants et feront leur devoir pour faire face. Nous les avons déjà combattus et nous les combattrons encore. Ce n'est pas à eux de décider, mais aux forces de sécurité, à l'armée et à l'État. Nous en sommes convaincus. Nous allons vaincre cette épidémie, à moins qu'ils reviennent à la raison. Depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes, 12 salafistes ont été tués dans des violences avec la police. 2 autres sont morts en prison après des grèves de la faim. C'est le cas de Mohamed Barti, un des visages du djihadisme en Tunisie, leader de la contestation étudiante pour légaliser le voile intégral à l'université. Incarcéré après l'attaque de l'ambassade américaine, il est mort après 57 jours sans s'alimenter. Contrairement à la tradition tunisienne, son visage reste découvert, car aux yeux de ses frères salafistes, Mohamed Barti est mort en martyr de l'islam. Pour ses obsèques, Abou Jihad, qu'il avait croisé en prison sous Ben Ali, a fait le déplacement. Dans son prêche funéraire, l'imam djihadiste accuse le gouvernement. Ils ont sacrifié la vie de ce jeune croyant pour l'Amérique. Sa mort devrait être une leçon pour nous tous. Nous n'avons pas été à la hauteur pour nos frères en prison, pour nos frères détenus en grève de la faim, pour nos frères humiliés en ce moment en détention, alors que leur seul crime, c'est d'avoir défendu notre prophète, Mohammed. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Ces obsèques ont finalement obligé le pouvoir à lâcher du lest dans son bras de fer avec les salafistes. Et Narda craint par-dessus tout que la Tunisie ne devienne une terre de djihad. Alors, en toute discrétion, des dizaines de djihadistes sont libérés de prison. Ce dimanche matin, c'est Abou Ayoub, connu pour ses prêches virulents contre les artistes et les médias tunisiens, qui retrouve ses enfants après 4 mois de détention. Ce prédicateur avait pourtant été condamné à 1 an d'incarcération après l'attaque de l'ambassade américaine. Grâce à Dieu, cette épreuve est maintenant derrière nous. Cette détention est terminée et on espère ne plus revenir ici. Dieu va nous aider dans nos efforts pour unir tous les musulmans du pays. La charia est absente depuis presque un siècle et il faut qu'elle soit de nouveau appliquée. La charia, c'est notre but, c'est notre demande.
On espère que Dieu nous aidera dans cette mission. Avec ces libérations destinées à apaiser les tensions, le gouvernement espère, s'il n'est pas déjà trop tard, éviter que les djihadistes ne franchissent une nouvelle étape, celle de la guerre sainte en Tunisie. Direction l'Europe à présent. Partons pour la Roumanie, 7e pays le plus peuplé de l'Union européenne, le 9e par sa superficie. Un État qui a des frontières communes avec 5 autres pays, dont l'Ukraine. C'est d'ailleurs dans cette zone que nous nous rendons à la rencontre d'habitants qui aujourd'hui encore n'ont pas l'électricité. Ne croyez pas qu'ils ne sont qu'une poignée dans le pays. 200 000 personnes seraient concernées au niveau national. Un homme a décidé de venir en aide à ses concitoyens pour qui la vie sans courant est un parcours du combattant. Rencontre donc avec l'homme qui, au premier sens du terme, apporte la lumière. Reportage signé Ilyone Schulz et Fanny Bouteiller de Bambazi Productions. Lorsque la nuit tombe, en plein cœur des montagnes du nord de la Roumanie, c'est un peu comme si le temps reculait. Comme tous les soirs, Ioana allume la lampe à huile. Pour Steffi, Yon, Irina, tous regroupés dans la seule pièce chauffée de la petite maison. C'est l'heure des devoirs. À 30 ans, Ioana a toujours vécu sans électricité et avec ses 8 enfants, les tâches ménagères se font difficilement, encore plus le soir venu. Le plus dur, c'est pour laver le linge. Il faut tout faire à la main, on n'a pas de machine à laver. Le frigo, pareil, on n'en a pas. En été, quand il fait chaud, les aliments pourrissent du jour au lendemain. On ne peut rien conserver. Pour cuisiner, se chauffer, un simple poêle à bois. Pas de télévision ni d'ordinateur. Une vie de paysan, rudimentaire. Dans la pénombre, à tâtons et à mi-voix. Une vie d'un autre siècle. Sans courant, j'ai l'impression d'étouffer. C'est dur. C'est comme vivre sans eau ou sans air. Si vous n'avez pas d'air, vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas vivre. Sans électricité, c'est pareil. Bien loin de Ioana et ses enfants, en banlieue de Bucarest. Avec ses panneaux solaires, un homme s'est donné pour mission de changer leur vie. Les panneaux, oui. Les imprimantes, les ordinateurs. Les batteries, oui. Les sacs de couchage. Oui, c'est bon. Et la guitare. Et la guitare. Cette route, Julian l'a déjà parcourue à vélo l'été dernier. Il a découvert des milliers de foyers sans électricité. En Roumanie, il y en aurait plus de 200 000, bien souvent dans des zones de montagne, isolées. S'il s'en va à la frontière de l'Ukraine, c'est pour tenir une promesse. Ça va être un long chemin d'à peu près 1000 km aller-retour. Là-bas, il y a 2 écoles qui n'ont pas d'électricité du tout. Les enfants suivent les cours sans lumière, donc on va installer des panneaux solaires et des ordinateurs. Avant, Julian travaillait dans la publicité. À presque 40 ans, il a tout abandonné pour combattre une injustice, cette Roumanie à 2 vitesses qui le révolte. Après 10 heures de voyage, la route s'arrête. Ici, chevaux et traîneaux sont les principaux moyens de locomotion et l'unique solution pour rejoindre les hauteurs de Poyenile. Heureusement, quelques habitants mettent à disposition leurs propres attelages. Passage à gué, chemin verglacé. En hiver, la progression est ralentie. La montée dure 1 heure. Une épreuve. Personne ne me force. Mais c'est comme aider un homme malade ou blessé. Tu appelles l'ambulance, et pendant ce temps, si tu peux apporter les premiers secours, tu le fais. Et l'urgence, elle est là, dans cette vallée, coupée du reste du monde. Vu les conditions d'accès, ça peut se comprendre qu'il ne soit pas raccordé à l'électricité.
Mais eux aussi ont le droit à la lumière. Là-bas, c'est une maison où des gens vivent sans électricité. Et bientôt, on va arriver à l'école où ils n'ont pas non plus le courant. Pour lui, une situation aberrante que n'ignorent pas les autorités locales. Dans notre commune, on a encore 6 autres zones non électrifiées. Ça représente 180 maisons et ça veut dire que 7% des habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité aujourd'hui au XXIe siècle. Pour étendre le réseau électrique à tous ses administrés, le maire le sait, il lui faudrait 1 million d'euros. Problème, cette somme équivaut à 10 budgets municipaux, alors des courriers. Il en a écrit beaucoup pour réclamer de l'aide auprès de différents ministères, en vain depuis plus d'1 an. Si les enfants de ceux qui décident là-bas, à Bucarest, devaient eux-mêmes apprendre dans des écoles sans électricité, est-ce qu'ils oseraient ne pas répondre à mes demandes de financement pour ce projet ? Je pose la question. Est-ce qu'ils seraient aussi indifférents ? Je ne pense pas. C'est celle-là là-bas à gauche? Oui, ça c'est l'école, et à côté c'est l'ancienne école. Mais elle est toute petite. Visiblement, Julian et son équipe étaient attendus. Bonjour, ça va? Non, relevez-vous. Vous savez, on est venu cet été, vous nous aviez aidé à monter. Aujourd'hui, on est revenu pour apporter la lumière. C'est cette petite école primaire qui va voir sa vie changer. À 1000 mètres d'altitude, la classe unique de 10 mètres carrés accueille 15 enfants du village, tous de langue maternelle ukrainienne, dans cette région peuplée par cette minorité. Julian et son équipe profitent des vacances scolaires pour ne pas déranger la classe. Mais la maîtresse tenait à être là, elle qui enseigne depuis des années sans électricité. C'est vraiment très dur, surtout en hiver. Vous imaginez, quand on commence les cours à 9 h, les élèves arrivent dans une classe sombre. Dans la région, d'autres enfants ont la chance de pouvoir apprendre le roumain grâce aux dessins animés. Mes élèves, eux, ils n'ont pas la télé et aucune autre source d'enrichissement. Pour installer les panneaux solaires, moins chers et plus simples qu'un autre système, Julian a monté une ONG. Ovidiu, Younuț, Vlad et les autres membres de l'équipe sont tous bénévoles, mais pas tous spécialistes. Mais c'est pas bon là, comme ça? Non, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Non, mais laissez-moi faire. Grâce à Julian, ces volontaires ont découvert une Roumanie dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. J'ai vraiment été très ému quand j'ai entendu parler de ces familles. J'ai réalisé que, souvent, je me dispute avec ma fille. Elle me demande pourquoi je lui ai pas téléchargé ce jeu, pourquoi sa tablette ne marche plus. Je me rends compte du fossé énorme qu'il y a entre eux. Et donc j'ai voulu aider ces enfants. Avec ce panneau, l'école sera éclairée même par mauvais temps, grâce à un accumulateur. L'installation coûte 900 €. Julian s'est battu pour la faire financer entièrement par des sponsors, car pour ces familles, c'est l'équivalent d'une année de revenus. Autour de l'école, aucun câble électrique, aucun générateur. Le village est dépourvu de toute forme d'électricité. Ici, depuis toujours, la vie est dictée par le seul rythme du soleil. J'ai eu de tout dans ma vie, mais pas de lumière. Comment? Rien. Vous pensez à quoi? Rien. J'ai tout eu, sauf la lumière. En Roumanie, le réseau électrique dessert 96% de la population.
Pour les autres, l'État a initié en 2012 un énième plan national d'électrification. Tous les Roumains devaient être raccordés au réseau, mais 3 ans après son élaboration, le projet est au point mort. Crise financière, réduction budgétaire, les gouvernements successifs oublient ces milliers d'habitants. Alors pour survivre, un système D se met en place. Kroula, un autre village proche de la frontière ukrainienne. Ici aussi, le courant est une denrée rare. Vassili et son fils, comme tous les jours, descendent dans la vallée. Là, on apporte les téléphones pour les charger, parce que nous, on n'a pas de courant. On doit descendre à 2 km de chez nous, chez ma belle-mère. Vous pouvez les brancher 2-3 heures? D'accord, d'accord. Revenez dans 3 heures. C'est à ce dernier poteau que le réseau national s'arrête, là où d'autres câbles prennent le relais. Des piquets de fortune que les habitants ont pu installer eux-mêmes, en toute illégalité. De quoi faire parvenir quelques watts sur les hauteurs. Depuis 3 ans, la famille Kortchouk est en quelque sorte raccordée. On a trouvé une solution. Plus bas dans la vallée, on a des voisins qui ont du courant. On leur a demandé de nous en donner un petit peu pour y voir, au moins le soir. Ce câble est donc relié au transformateur du voisin, 4 km plus bas, à qui ils paient leur consommation. Un système répandu dans le village, mais qui montre ses limites. On paye cher, c'est pas fiable, le courant est très faible. Et puis les câbles sont fins, et comme ils viennent de loin, forcément le courant se perd sur le trajet. Pas très fiable donc, mais cela offre aux enfants la possibilité d'accéder à Internet avec leur téléphone. Une fenêtre sur le monde pour Livia. Je me sens normale comme tout le monde, comme tous ceux qui ont le courant, la télévision, des téléphones. La plus jeune sœur, Paraskutsa, aura la chance de grandir avec un peu d'électricité. Une chance qu'elle aura désormais également à l'école. Là aussi, Julian et son équipe ont pu installer des panneaux solaires. Yonuts, tu vas allumer la lumière? Tu peux appuyer sur l'interrupteur, s'il te plaît? Merci. Des ampoules, mais en plus, des ordinateurs. Flambant neufs, ils attirent toute l'attention des élèves. Îmi place că e lumină, că e calculatoare, că o să învățăm mai bine. N-am auzit nici cuvinte să vorbesc. Ces ordinateurs sont équipés de logiciels éducatifs pour les maths et la géographie. Pour la dizaine d'élèves de l'unique classe de l'école, une petite révolution. On apprenait avec une carte. Maintenant, en 1 heure, on va pouvoir apprendre beaucoup plus avec ces ordinateurs qu'avec cette carte, là, au mur. Je suis ému par leur réaction. De les voir aussi enthousiastes, ça me touche. Les temps ont changé. En 2015, tu ne peux plus envisager le futur sans savoir utiliser un ordinateur. Et leur futur, c'est notre futur en fait. Peu importe qu'on parle de Roumanie ou d'Europe, les enfants sont notre futur à tous. Avec ces panneaux solaires, l'école a enfin basculé dans la modernité. Et pour les villageois, l'espoir que Julian reviendra pour eux cette fois. À travers le pays, son association a déjà permis à une centaine de personnes de s'éclairer. Mais Julian voudrait voir d'autres citoyens suivre son exemple. Car des dizaines de milliers de foyers attendent toujours dans l'obscurité. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur notre site internet info.arte.tv. Vous entendrez notamment une interview de Fanny Bouteiller, co-auteure de ce reportage, entretien réalisé par Uwe Lothar Müller.
Nous voici arrivés au terme de cette émission. La semaine prochaine, nous irons notamment à Madagascar sur la piste du Saphir. Un reportage signé Michael Unger, accompagné pour l'occasion par le dessinateur Bo Soremski. Extrait. Ici, on creuse sans relâche. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Par 38 degrés à l'ombre, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. La légende veut que le gisement de pierres précieuses ait été découvert par un voleur de bétail surpris avec une pierre bleue suspendue au cou. C'était en 1998. L'homme aurait trouvé la pierre ici, près du pont de la Nationale, dans le lit du fleuve. À cette époque, l'endroit comptait quelques rares cahutes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et la ruée vers le Saphir a fait jaillir une ville dans l'air brûlant de la savane. Fruit du hasard, cette trouvaille a révélé la présence du plus gros gisement de saphir de la planète. La ville porte le nom de la rivière, Ilakaka, un bout de terre devenu la proie d'une urbanisation sauvage. Gagnés par la fièvre de l'or bleu, les gens de la grande île affluent de partout pour tenter leur chance. Les chiffres fluctuent, mais on estime qu'ils sont 30 000 à vivre ici, pour la plupart sans statut légal et dans la plus grande précarité. Voilà, la suite la semaine prochaine en compagnie d'Andrea Fils. Merci beaucoup d'être venu. À dans 15 jours. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Allez, donnez-leur beaucoup de bonbons, ils le méritent. La prochaine fois, on revient avec des cartons entiers, c'est promis. Allez, dis Dieu est grand. En plus des bonbons, chaque villageois aura droit à sa vidéo souvenir, car tout est filmé et diffusé sur Internet. Dites bien qui nous sommes. Dites bien Ansar al-Sharia. Oui, vous savez ces gens-là qu'ils veulent mettre en prison. Mais pourquoi en prison? Si l'État islamique est instauré en Tunisie, tous les mois vous aurez chacun un salaire. Il n'y aura plus de vol, ça c'est votre droit. Et c'est grâce à Dieu. On les remercie beaucoup. On a besoin de gens comme eux qui craignent Dieu, des gens qui respectent Dieu et qui se soucient vraiment des plus démunis. Il faut en finir avec l'injustice. Ici, nous, on souffre de l'injustice et de la corruption. Il y a encore beaucoup de corruption ici. Pour instaurer son État islamique en Tunisie, Ansar al-Sharia mise officiellement sur des actions pacifiques. Mais derrière l'humanitaire et les chasubles oranges, le mouvement n'oublie pas ses valeurs fondamentales. Le djihad, la guerre sainte au nom de l'islam. Le djihad est un précepte oublié aujourd'hui. Pourtant, depuis la disparition du califat, le djihad est devenu un devoir pour tout musulman. Chaque groupe islamique qui oublie le djihad est un groupe à qui il manque quelque chose. C'est pour cela qu'on insiste tant sur le devoir du djihad pour la gloire de Dieu. Parce que c'est grâce au djihad que le califat sera restauré sur terre, comme l'a dit notre prophète. Ce sera un califat qui suivra la voie du prophète, comme à son époque. Et cela ne sera pas possible sans le djihad. Cette guerre sainte, défendue par Abu Jihad, certains de ces travailleurs humanitaires d'Ansar al-Sharia l'amènent actuellement en Syrie. Selon un rapport de l'ONG International Crisis Group, jusqu'à 2000 djihadistes tunisiens sont déjà passés par des camps d'entraînement comme celui-ci. La plupart combattent dans les rangs du front Al-Nusra, branche djihadiste de la rébellion syrienne, espérant mourir en martyrs pour instaurer un État islamique fondé sur la charia.
C'est le cas de ces jeunes Tunisiens dont la vidéo a fait le tour du web. Avant de monter au front, un chef, lui aussi tunisien, leur donne les instructions. Dans notre camp, il y a 2 choses très importantes. Obéir à l'émir et être patient. Celui qui peut endurer cela, il est le bienvenu. Celui qui est incapable de le faire, il vaut mieux qu'il parte maintenant. À vous de choisir. Mais ceux qui sont prêts à endurer toutes les difficultés, ils peuvent rester. À partir d'aujourd'hui, je choisirai chaque matin 3 ou 4 d'entre vous pour aller au combat. Parmi ces jeunes, certains ne resteront pas longtemps en vie. Très vite, ce combattant accède au rang de martyr. Une vidéo de son cadavre est même diffusée par le Front Al-Nusra. Ce djihadiste est un héros, un martyr. C'est notre frère Abou Souaïeb, le Tunisien. Regardez-le et regardez bien son visage. Il est en train de sourire. Abou Souaïeb, le Tunisien, est mort en mars dernier dans la ville de Deir ez-Zor. D'après le décompte des salafistes eux-mêmes, plus de 150 djihadistes venus de Tunisie ont été tués les armes à la main en Syrie. Marwan est irremplaçable. Personne n'est comme Marwan. Je n'aurais jamais pensé que mon fils partirait pour mourir en Syrie. C'est inimaginable. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu ces histoires. Après sa mort, ses amis sont venus m'expliquer qu'il avait juré de mourir uniquement en Syrie. Cette mère a appris la mort de son fils unique par un simple appel de Syrie. Au téléphone, un cheikh djihadiste la félicite et lui annonce la mort en martyr de Marwan, 25 ans. Pendant des mois, Marwan s'est d'abord entraîné dans des camps en Libye, avant de prendre l'avion pour la Turquie, rejoindre les djihadistes de la rébellion syrienne. Je suis comme tout parent. D'un côté, je suis triste parce que j'ai perdu un fils, la prunelle de mes yeux, celui sur qui je pouvais compter dans la vie. Mais en même temps, je suis fière de lui, parce qu'il est mort pour une juste cause, un peu comme s'il était intervenu pour empêcher un père de battre ses enfants. Aujourd'hui, Dieu seul sait s'il est martyr ou pas, seul Dieu le sait. Dans ce quartier pauvre de Tunis, d'autres mères sont sans nouvelles de leur fils. Marwan en Syrie était parti avec un copain de quartier. Les 2 familles voisines se voient presque tous les jours. Aux dernières nouvelles, l'ami de Marwan était seulement blessé. Alors depuis des semaines, son père tente de le joindre, mais au bout du fil, la réponse est toujours identique. La Tunisie n'a pas encore été décrétée terre de djihad. Pourtant, les violences s'y multiplient. La plus symbolique en septembre à Tunis, l'attaque de l'ambassade américaine. Ce jour-là, des centaines de manifestants protestent à l'appel des chefs djihadistes contre un film anti-islam américain diffusé sur Internet. Très vite, la police est submergée. Les manifestants donnent alors l'assaut sur l'ambassade. L'Amérique est humiliée, sa bannière étoilée descendue, remplacée par le fanion du djihad. Les salafistes viennent de montrer leur force et crient victoire. Voilà ce à quoi appelait Al-Qaïda et le cheikh Oussama, il y a 10 ans avec une poignée d'hommes dans les montagnes. Aujourd'hui, c'est le programme de toute la nation islamique. Aujourd'hui, nous sommes tous Oussama. Nous sommes tous Al-Qaïda. Désormais, il n'y a plus aucun obstacle pour instaurer le califat. 3 jours après la mort de l'ambassadeur américain en Libye, Tunis, sous la pression de Washington paniqué, envoie l'armée, les forces spéciales et même sa garde présidentielle. Après 5 heures d'affrontement, 4 manifestants sont tués et une centaine interpellés. Quelques jours plus tard, le gouvernement à majorité islamiste lance une vague de répression dans les milieux salafistes. Depuis l'attaque de l'ambassade américaine,
les mosquées d'Ansar al-Sharia ont été placées sous étroite surveillance. Abu Jihad en sait quelque chose. Ce vendredi, l'imam annonce une mauvaise nouvelle à ses fidèles. Comment vas-tu? Ça va? Aujourd'hui, je ne vais pas faire le prêche. Mais pourquoi? Quoi, t'es pas au courant? Ils menacent de me renvoyer en prison si je fais le prêche. Mais comment ça? Ils m'ont envoyé un huissier pour me menacer de comparution immédiate si je fais le prêche. Mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Dieu est plus fort qu'eux. Dieu nous donnera la victoire. Pour occuper cette mosquée d'un quartier aisé de Tunis, il y a un an avec ses hommes, Abu Jihad a expulsé par la force l'imam précédent, nommé sous Ben Ali. Depuis, le gouvernement, pourtant dominé par les islamistes d'Ennahda, tente de lui confisquer les clés. C'est un avertissement pour m'interdire de prêcher le vendredi. Sinon, ils vont me poursuivre en justice. Ils me menacent de prison si je fais le prêche aujourd'hui. Tout ça pour des raisons politiques. Tout le monde sait pourquoi. C'est parce que la campagne électorale approche. Du coup, ils veulent des imams qui servent leurs intérêts, des imams qui font la propagande du parti Ennahda. Parce que nous, on n'a jamais condamnés comme des centaines de salafistes par la loi antiterroriste de Ben Ali. Mes chers frères, après les tortures, après la prison, c'est une occasion pour nous tous de repartir à zéro. C'est un nouveau départ en puissance pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité, certes, mais cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Dans le cadre de l'instauration de la charia sur terre. C'est notre frère Sami qui dirige le convoi. Avant de faire quoi que ce soit, chaque frère doit lui demander son autorisation. À ses côtés, Sami Essid, un djihadiste bien connu des services secrets européens. Il faut rouler de façon bien ordonnée, c'est clair? On ne s'éparpille pas en route. Si Sami Essid peut aujourd'hui militer pour la charia dans les rues de Tunis, c'est également grâce à la révolution. Sami Essid est un rescapé du djihad en Afghanistan, mais il fut aussi le chef d'une cellule proche d'Al-Qaïda en Italie. Soupçonné de préparer un attentat contre l'ambassade américaine de Rome en 2001, il est extradé en Tunisie et condamné à 115 années de prison. 10 ans plus tard, après la chute de Ben Ali, il est amnistié. On va aider les pauvres et les démunis. Eh les jeunes là-bas, avancez, allez, circulez. Drapeau djihadiste au vent, une vingtaine de véhicules chargés d'aide humanitaire quittent Tunis pour le nord-ouest du pays. Que Dieu bénisse les frères. Ils ont bien répondu présent. Ils ont collecté de l'argent, des couvertures, de la nourriture, des médicaments. Et tout ce qui peut aider et servir dans la vie quotidienne. Lentement, la caravane s'enfonce vers des territoires abandonnés depuis des décennies par l'État tunisien. Eh Ahmed, Ahmed, tu veux combien de sacs? 9? Ok, 10. On t'envoie ça. Au son de chants djihadistes, ces aides sont acheminées dans des villages loin de la capitale, inaccessibles par la route, perdus dans les montagnes qui bordent la frontière algérienne. On offre des aliments pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il y a aussi des livres de prédication, des livres pour expliquer le Coran. Mais il y a aussi des vêtements islamiques comme ce camis pour les hommes, ou une abaya pour que la femme se couvre intégralement avec. De quoi souffrez-vous ici? On n'a ni route, ni eau. Vous n'avez pas d'eau ici? Non, pas d'eau. Pas de route non plus? Non, pas de route. Et votre maison, elle résiste à la pluie au moins? Oui, mais pas très bien. Bon, est-ce qu'on peut voir votre intérieur sans rentrer dans les endroits intimes, bien sûr, parce qu'il y a les femmes?
Laissez-moi vous expliquer ce qu'est Ansar el-Sharia. Nous sommes les partisans de l'islam. Nous voulons que la loi de Dieu soit appliquée sur cette terre. Excusez-moi du terme, vous êtes pauvre et faible. Mais ce n'est pas grave, car c'est grâce à vous que Dieu va nous aider à réussir. Ces opérations visent à gagner le cœur de la population. Elles visent aussi à prouver qu'en cas d'instauration du califat, Ansar al-Sharia est en mesure de remplacer l'État. C'était possible de faire ce travail avant la Révolution? C'était impossible. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ouvert le chemin. C'était difficile avant. Mais maintenant aussi, c'est compliqué. En théorie, nous n'avons même pas le droit de faire ce travail. Mais nous n'avons pas peur. Tant que nous répondons à l'appel de Dieu. Avec Dieu, rien ne nous effraie. Allez les enfants, venez par ici. Allez, 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 tout le monde chante bien fort. Celui qui chante le plus fort aura le plus de bonbons. Ne servi aucun parti politique. On appelle seulement à suivre Dieu, c'est tout. On est neutre, ni pour les uns ni pour les autres. Alors ils essaient de nous écarter des mosquées. Selon les autorités, le drapeau du djihad flotte aujourd'hui sur environ 500 des 5000 mosquées tunisiennes. En toute illégalité, mais bien souvent avec le soutien des fidèles. Menacé par la justice, Abou Jihad laissera donc un autre imam que lui mener le prêche. Le cheikh sait parfaitement que sa mosquée est également fréquentée par les services secrets. Regarde-le lui là. Est-ce qu'il est venu te voir? Celui qui porte une casquette rouge. C'est pas grave, c'est sûrement la police politique ou la brigade antiterroriste. Il était en train de téléphoner. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'arrête? On le suit? Non, non, regarde, la police politique, nous on la connaît et elle nous connaît. Lui, il te surveille, alors tu fais pareil toi aussi. Tu le surveilles. Autorité religieuse très respectée, Abou Jihad est consulté sur tout type de questions. Problèmes de couple, troubles psychologiques ou conflits de voisinage. C'est d'ailleurs à ce sujet que cet homme lui demande de venir chez lui pour trancher un différend. Ouais, c'est d'accord, pas de problème. Je vais venir avec toi, je te dirai ce que prévoit la charia dans un cas comme ça. Si tu me dis de me taire et que j'ai tort, alors je me tairai. Dans tous les cas, je serai satisfaite de ta décision. Ok, passe me voir lundi, prends mon numéro, tu m'appelles et on ira ensemble. En Tunisie, le gouvernement actuel est dominé par Enarda. Mais aux yeux d'Abou Jihad, ce parti islamiste a trahi sa religion en renonçant à inscrire la charia dans la Constitution. Le peuple tunisien va bientôt rejeter ce parti qui a dévié du chemin du prophète. Celui qui tue des musulmans et qui met des musulmans en prison, sa fin est proche. Eux, ils ont peur de la charia. Mais la charia sera appliquée. Nous, nous allons appliquer la charia et nous allons résister car nous n'avons pas peur de la prison. La confrontation ne nous effraie pas non plus. Nous sommes un peuple qui s'est offert à Dieu. Nous n'avions pas peur de Ben Ali avant. Alors ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vivre dans la crainte. La charia sera appliquée, même s'il faut marcher sur nos cadavres pour ça. Quelques semaines plus tard, ce discours ouvertement hostile au gouvernement vote à Abou Jihad une convocation au commissariat central de Tunis par la brigade antiterroriste. Bonjour. Tu peux changer la station pour mettre Radio Zitouna, s'il te plaît? Dieu seul sait pourquoi ils m'ont convoqué. On a essayé de connaître les raisons, mais on n'a pas eu d'explication. Tiens, voilà 10 dinars. Tu gardes 10 dinars pour toi et tu donnes tout de suite les 10 dinars qui restent à un pauvre. Hein? Quelqu'un qui est dans le besoin.
Tiens, et tu trouves un pauvre tout de suite. Tu m'as bien compris, frère. À l'extérieur, la police attend déjà Abou Jihad pour surveiller son arrivée. Ah, je dois te rendre le micro là. C'est interdit de filmer ici, coupe ta caméra. Deux heures plus tard, Abou Jihad ressort libre et visiblement très détendu de son interrogatoire. Dieu merci, en fait, j'ai... Arte Reportage, c'est ici et maintenant. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Dans un peu plus de 34 minutes, nous irons en Roumanie, un pays qui compte des milliers de foyers sans électricité. Face à ce qui pourrait sembler une fatalité, un homme a décidé de mobiliser toute son énergie et d'apporter le courant à ses concitoyens. Merci d'être là pour ce 509e numéro dans lequel nous avions prévu de nous arrêter sur l'évolution de la politique de l'enfant unique en Chine. Mais comme vous le savez, l'actualité commande. Et cette semaine, elle fut sanglante à Tunis. Mercredi 18 mars, 3 individus armés pénètrent dans le musée national du Bardo. Ils ouvrent le feu, bilan 21 morts, 19 touristes, 2 des assaillants. L'attentat a été revendiqué par Daesh, ce qui ne constitue pas vraiment une surprise. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis la révolution de janvier 2011, qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali, la Tunisie a vu émerger de nombreux groupes d'islamistes radicaux responsables de la mort de dizaines de policiers et militaires. Il y a 2 ans, alors qu'une autre équipe était au pouvoir à Tunis, nos envoyés spéciaux, David Thompson, Hamdi Itlili et Gwen Lawen Le Gouil de Cargo Cult, s'étaient intéressés de près à ces groupes. Nous avons décidé de rediffuser leur reportage intitulé « Tunisie, la tentation du djihad ». C'est une scène impensable avant la Révolution. En plein Tunis, le drapeau du djihad, étendard d'Al-Qaïda, sous les fenêtres de l'ambassade de France. Ce 14 janvier 2013, jour anniversaire de la chute de Ben Ali, ces manifestants brûlent un drapeau tricolore pour dénoncer la guerre française au Mali. Dieu nous a dit, dites à vos parents et dites à vos enfants que ceux qui préfèrent l'argent, les plaisirs de la vie, les biens matériels à Allah, à son prophète et au djihad, méfiez-vous du jugement dernier, car les pécheurs ne seront pas pardonnés. Ces slogans, nouveaux en Tunisie, interpellent une passante rentrée d'exil après la chute de la dictature. Vous n'allez pas me pousser à reprendre un autre passeport et repartir. Mais non, je veux là. Tout ça, c'est inhumain, monsieur. C'est inhumain. C'est inhumain. Vous ne représentez pas la Tunisie. Vous représentez un extrémisme. 2 visions à l'opposé. Dans une société où, depuis la Révolution, le courant salafiste djihadiste séduit de plus en plus. Ces jeunes chantent l'hymne d'Ansar al-Sharia, les partisans de la charia. C'est la principale organisation djihadiste en Tunisie, fondée 3 mois après la Révolution par le cheikh Abou Ayad. Ancien combattant proche de Ben Laden en Afghanistan, Abou Ayad est aujourd'hui recherché par la police. Son but, instaurer le califat, un État islamique basé sur la charia, grâce à la prédication, à ce stade, pacifique. Pour la première fois, ses plus proches lieutenants ont accepté pendant plusieurs mois d'être suivis par une caméra occidentale. Objectif, améliorer l'image du salafisme.
Parmi eux, Abou Jihad, 32 ans seulement, mais déjà l'un des cheikhs les plus importants d'Ansar al-Sharia. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité pour nos frères de la région du Kef. C'est un travail béni de dawa, c'est-à-dire de prédication comme Dieu nous l'a enseigné. Grâce à cela, Inch'Allah, le califat islamique sera instauré sur terre, que les autres le veuillent ou non. Aujourd'hui libre, Abou Jihad croupissait en prison avant la révolution.